Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Impro Blabla, podcast d'improvisation où on discute de plusieurs sujets reliés à cette belle discipline. Aujourd'hui, je suis en présence de Mathieu Incelin qui nous vient tout droit de Amiens en France. Mathieu qui est notamment maître de conférences à l'université de Picardie où il fait de la psychologie expérimentale en lien avec les neurosciences et l'éducation et qui est tout récemment jeune papa du petit Arthur. Alors, ça va bien, Mathieu ? Eh bien, ça va. Je ne sais pas si on l'entend, mais il y a Arthur un petit peu plus loin qui est en train de réclamer le biberon, justement. Donc, ça va. C'est une vie de jeune papa pendant l'été. On reste confinés en famille, ensemble. C'est plutôt agréable. Super, donc peut-être un futur petit improvisateur. Donc Mathieu, donc, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour discuter d'impro, mais également discuter de sciences et éducation. Donc rapidement, je voulais en connaître un petit peu plus sur toi et ton parcours, savoir quels sont tes rapports avec l'improvisation, comment est-ce que tu as découvert ça et qu'est-ce que tu en fais depuis. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer. Déjà, pour reprendre mon parcours, j'ai découvert l'impro il y a 9 ans, un petit peu plus maintenant, pendant que j'étais étudiant en thèse à Caen, en Normandie. Je faisais une thèse sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'impro, sur un syndrome amnésique transitoire, où on essayait de comprendre comment fonctionnait la mémoire de ces patients. Et un jour où une amie du labo m'a proposé d'aller voir un match d'impro, et je me suis dit pourquoi pas, et à la sortie du spectacle, je me suis dit ça, j'ai vraiment envie de le faire. Et 2 jours après ou 3 jours après, je suis allé toquer à l'atelier de l'impro dans la compagnie Macédoine, donc qui est à Caen. C'était en fin de saison, on était au mois d'avril, et ils m'ont accueilli tout de suite en me disant t'as le droit de venir, il y a une seule condition, c'est que tu participes tout de suite. Et j'ai vu au premier exercice quelqu'un le faire, et je devais être le deuxième absolument à tester les choses. C'était une entrée en matière assez rapide, mais ça m'a accroché tout de suite après le spectacle avec l'énergie, et à peine 3 semaines après, je participais avec eux à un festival à Granville. Donc la découverte de l'impro, on a fait un match dans la rue, un catch et du théâtre forum en à peine un mois. Donc ça a été vraiment sauter du plongeoir le plus haut tout de suite. Ah oui, quand même. Ce qui était un mal pour un bien, parce qu'après, en fait, on est libéré. Ouais. Et c'est une approche particulière de l'impro, parce que beaucoup de gens ont commencé tout doucement, on prenne le temps, et c'est ça qu'il faut dans beaucoup de cas. Hein. Voilà, ma rencontre avec l'impro, ça a été une accroche très forte tout de suite. Et puis depuis, ça a continué. J'ai fait un petit peu plus de 2 ans à Macédoine, et après en déménageant à Amiens, en devenant maître de conférence, donc enseignant chercheur à l'université, j'ai rejoint la troupe du mouvement d'improvisation amiénois, donc le MIAM, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Donc une entrée en matière quand même assez rapide. Et donc, comme on l'a mentionné, donc tu es universitaire donc à l'université de Picardie. Tu as notamment fait des travaux sur la mémoire de l'action. Je voulais aborder avec toi, tu as un podcast qui s'appelle Improv Psy, où tu abordes différents thèmes justement entre la psychologie, l'impro. On avait notamment reçu lors d'un épisode précédent Cindy Richard, qui est en Guadeloupe, que tu avais également reçu dans un de tes épisodes. Et en préparant cet épisode-ci, justement, je voulais... en tant qu'improvisateur, on a tous vécu des expériences qui nous font dire que l'impro, c'est bon pour plein de choses en termes de réactivité, en termes de sociabilité, en termes de mémoire, etc. On l'a tous observé, quand on commence à donner des ateliers aussi, parfois on voit les effets que ça fait sur nos participants. Et personnellement, j'étais persuadé qu'il y avait des recherches ou des preuves scientifiques que ça avait un impact. Et en écoutant l'un de tes épisodes, justement, tu nous expliques que ce n'est pas forcément le cas, qu'il n'y a pas encore de véritable validation scientifique sur certains aspects, si ce n'est, je crois, la créativité.
Alors, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Ben, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage entre alors ce que beaucoup de gens, des improvisateurs, des improvisatrices ou les coachs, alors coach, enfin, formateur, formatrice, après on pourra s'appeler comme on voudra dessus. Beaucoup de gens sont persuadés que ça change des choses. Souvent on dit j'ai écouté l'épisode où tu étais avec Cindy, je sais plus lequel de vous deux disait ça. Oui, on sait que ça marche. Mmh. Ah non. Et tu dis ça de très bonne foi, et j'ai entendu ça plein de fois. Et en tant qu'improvisateur, je pense ça. L'impro, je vois que ça change des choses. En tant que scientifique, en fait, je me dis, je crois que ça peut changer des choses, mais j'en sais rien. C'est le cas dans plein de choses. On travaille souvent dans la recherche sur, c'est un des sujets sur lesquels je travaille, avec l'esprit critique et ce qu'on appelle des neuromythes, des fausses croyances, par exemple. Et quand on en parle dans des conférences pour expliquer, très simplement, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est de dire justement tu crois des choses, tu es persuadé, en mettant de côté les gens de mauvaise foi, les gourous, etc. Vraiment quelqu'un qui veut bien faire, qui essaye d'être rationnel. Et tu peux être persuadé d'un truc qui est complètement faux. Et Mmh. même si tu le vois, c'est le meilleur exemple pour ça, c'est, tu sais, le soleil qu'on voit. Si tu regardes le soleil, il se lève à l'est le matin, tu le vois dans le ciel qui monte, qui redescend, tu le vois bouger, tu vois le soleil qui tourne autour de la Terre. Et si tu Alors réfléchis 2 secondes, bah, le soleil il tourne pas autour de la Terre. Et pourtant, des millions de personnes pendant des centaines de milliers d'années étaient persuadées de ça. L'impro, c'est un peu pareil. Enfin, c'est un peu pareil, c'est pas comme le soleil qui tourne. Tu peux voir des choses, être persuadé, peut-être qu'en fait c'est complètement l'inverse. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. En fait, on n'en sait pas grand-chose. oui, oui. Et la recherche, il y a toute une méthodologie qui permet de voir si, grosso modo, entre avant et après avoir quelque chose, avec un groupe qu'on appelle contrôle, qui fait une autre activité, dont on suit aussi l'évolution, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a une amélioration pour la créativité, pour le bien-être, pour la mémoire? Et si c'est le cas, donc est-ce qu'il faut faire des statistiques, etc. Et est-ce que cette amélioration, est-ce que ce changement, il est différent d'une autre activité ou ce qu'on appelle souvent l'évolution naturelle? Tu vois, si tu dis les enfants qui font de l'impro, ils prennent 20 centimètres entre leurs 8 ans et leurs 14 ans, ok, peut-être qu'ils prennent 20 centimètres s'ils font du piano, de la danse ou rien du tout, parce que c'est l'évolution naturelle. Donc Ouais. je prends des exemples, c'est un peu caricatural. Là, personne ne te dira que les gens grandissent pour l'impro, mais c'est un peu difficile de faire la part des choses. En fait, juste de son point de vue individuel, on peut pas voir ça. On peut avoir des pistes, on peut avoir des intuitions, puis après, il faut les confirmer. Donc, dans la recherche, il y a effectivement très peu de travaux vraiment qui sont penchés dessus. Aujourd'hui, c'est surtout sur la créativité où ça s'est fait, parce que c'est un peu le plus évident. Et puis la créativité, il y a aussi d'autres recherches. En fait, c'est souvent des équipes de recherche qui travaillent sur d'autres sujets, qui font la créativité dans la danse, dans la peinture, la musique, dans d'autres activités artistiques, et qui se sont dit, bah, tiens, l'impro ou dans le théâtre, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui ont bougé un petit peu le domaine d'application, mais qui avait déjà une expertise par ailleurs. C'est souvent ce cas-là. Et puis, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'équipes dont on fait partie qui s'intéressent à l'impact, on va dire, sur des travaux expérimentaux en psycho ou dans le domaine de la santé, de voir ce que ça peut donner. Et là, les pistes actuelles, ce qui sort ces derniers temps, c'est sur la question de gestion de l'imprévu, euh, de la gestion de l'incertitude, pardon, de la flexibilité psychologique, ce qu'on disait du bien-être, de l'anxiété. C'est des pistes qui sont pour l'instant plutôt encourageantes. Mmh. Et enfin, tu vois que je prends plein de précautions Ouais. parce que dans la recherche, on peut pas valider quelque chose juste avec un ou deux articles qui déjà prend plein de précautions, etc. On attend que ça soit, parce qu'on dit reproduit. C'est comme si pendant le confinement, on a vu beaucoup de gens qui s'amusaient, tu vois, à lancer par exemple une balle sur des casseroles pour aller dans un verre plus loin. Peut-être que tu peux le réussir une fois euh, et que tu auras eu de la chance. C'est si tu arrives à le reproduire un certain nombre de fois, sur une certaine proportion, on peut dire ok,
tu maîtrises et tu es capable de le faire à chaque fois. Je dis pas que la science, c'est lancer des balles sur des casseroles, évidemment, mais c'est l'image de pouvoir reproduire les choses pour donner des conclusions. C'est aussi un risque quand on vend justement un produit, que ce soit une formation ou juste la pratique de l'impro, ça peut avoir des répercussions en termes de validité scientifique. Mais il faut être prudent et c'est assez facile à dire pour moi, parce que je suis du côté scientifique et c'est mon travail d'évaluer ces impacts-là, et puis que ça marche ou que ça ne marche pas, ça va pas changer mon salaire. Que mes résultats ils aillent dans le sens attendu ou pas, c'est pas gênant en soi, à part pour mon ego. Ça, c'est à moi de me débrouiller, évidemment. Mais par rapport à des gens dont c'est le métier, où le gagne-pain, c'est de faire de la formation, l'enjeu est différent et c'est d'autant plus dur, forcément, de prendre le recul nécessaire. Et on en discute avec un certain nombre de personnes qui font des formations, disons, qui sont très intéressées par l'aspect scientifique, évidemment, qui participent de plus en plus, ça rentre dans les mœurs, cette association entre l'artistique et le scientifique. Et à chaque fois, j'en parlais ce matin avec une collègue, justement, disant, ok, si tu participes, c'est très bien, on est très heureux, mais attention, potentiellement, on va peut-être montrer que ce que tu fais, ça va marcher, et c'est cool, et tout le monde est content. Peut-être qu'on montrera que ça n'a pas d'effet, ou moins qu'attendu, voire des effets contraires à ce qu'attendu. Sur le bien-être, par exemple, potentiellement, il serait possible de montrer que l'impro, dans certaines situations, diminue le bien-être. Ça s'est pas encore produit, mais quand tu prends des outils objectifs, ça pourrait arriver, comme ça peut arriver pour n'importe quelle thérapie qu'on essaye, etc. Ce qui est important derrière ça, et ce qui nous intéresse à la fois sur le plan artistique, sur le plan de la formation, et puis sur le plan scientifique, c'est de voir qu'est-ce qui marche dans l'impro, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme processus spécifique, sur quoi, on parlait créativité, bien-être, c'est des choses quand même qui sont assez différentes, et avec quel public, parce que c'est pas du tout la même chose des adolescents de 14 ans, l'impact que ça peut avoir l'impro et ce qu'on fait comme impro versus des personnes en situation de handicap qui souhaitent se réinsérer professionnellement, par exemple, ou des étudiantes en médecine qui se forment pour l'empathie, par exemple. Tu vois, on va chercher des choses très différentes dessus. Les impacts peuvent être différents et on va mesurer en fait des choses très spécifiques à chaque fois. Et donc ça, à ce niveau-là, les différentes mises en contexte, que ce soit des recherches ou des expériences qui ont pu être faites, ça reste très marginal, que ce soit pour l'impro ou même au niveau n'importe quelle discipline artistique. Alors, sur d'autres disciplines artistiques, il y a d'autres choses, notamment si on est du côté de l'impro, dans la musique, il y a beaucoup plus de choses dans la recherche. Alors, ce qui n'est pas un domaine que je maîtrise complètement, mais comme c'est connexe, je suis allé regarder un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses sur la musique, sur la danse, il y en a pas mal aussi. Avec tout un tas de méthodologies qui sont utilisées. Il y a ce qu'on fait, on va dire en psycho classiquement, avec soit des questionnaires sur des échelles, sur la dépression, sur l'estime de soi, etc. Et puis il y a aussi des outils de la santé, des outils des neurosciences avec de l'électroencéphalogramme, où on va mesurer l'activité électrique du cerveau pendant que on est en train de regarder quelqu'un danser, pendant qu'on se synchronise. Aussi, il y a une expérience qui a été faite avec des rappeurs. Alors, ils sont assez peu, ils vont chercher l'état de flow. Alors, c'est trompeur, il y a le flow du rappeur, mais l'état de flow, c'est, tu sais, ce moment où tu es vraiment à fond, comme si tu vois tout s'éclairer parfaitement autour de toi, presque comme le monde était au ralenti, où tu pouvais vraiment arriver à tout faire. C'est une sorte d'état de conscience optimale où, en sport, c'est celui, tu sais, qui met 12 paniers à 3 points à la suite, et rien ne l'arrête à ce moment-là. Et ils leur proposent de rapper, d'improviser un moment, et après coup de dire quand est-ce que vous étiez dans cet état, vraiment à fond. Ils isolent cette séquence-là, et puis ils voient qu'il y a des zones particulières, notamment dans le contrôle, qui s'activent différemment pile à ce moment-là, et sur des réseaux aussi, plutôt que des zones, sur des réseaux qui sont impliqués aussi dans l'identité.
Ce qui ressort globalement, alors c'est une première expérience, il y avait je crois qu'une quinzaine de participants, c'est que tu avais l'impression que les rappeurs à ce moment-là, dans ce moment de flow, quand ils improvisaient, qu'ils étaient vraiment à fond dans ce on pourrait rapprocher ça, ce qu'on appelle souvent le lâcher prise, Ouais. super, super lâcher prise, comme si en fait le contrôle était plus important, et puis que le sentiment d'identité, on retrouvait une sorte de détachement. Il y a des comédiennes et des comédiens des fois qui disent ça, tu sais, la sensation de se détacher de son corps, de se voir un peu comme en mode réalisateur, Un peu en un train genre de de faire quelque transe. chose. Oui, on pourrait peut-être parler de trance, pourquoi pas. C'est pas comme ça que c'est décrit dans l'article, mais ça évoque un peu ça. Et c'est des choses qu'on pourrait explorer. Enfin, en tout cas, ça fait partie des choses que je pense en impro, pas l'impro du rap, mais l'impro théâtrale qu'on connaît, qui serait intéressant d'aller explorer et qui pose, par contre, là, des questions, des problèmes méthodologiques, parce que allonger quelqu'un sur une table d'IRM sans bouger et rapper, c'est possible. C'est pas idéal, mais c'est possible. Si on se met tous les deux sur deux tables, même si on est relié par des micros, ce qui est déjà compliqué sous IRM, se mettre à improviser, c'est un poil compliqué. Ouais. Donc c'est Donc, pas impossible de trouver des choses. Tout de suite, c'est un peu compliqué. ouais, il y a l'aspect technique. C'est vrai que j'aurais l'image de juste deux personnes sur scène avec des capteurs sur la tête, mais j'imagine que c'est beaucoup plus technique que ça. Oui, ben, en fait, il y a beaucoup de choses par rapport à ces aspects. Dans l'imagerie, dans beaucoup de techniques d'imagerie, le mouvement est très compliqué. Mm. Donc déjà, tu vois, dans l'impro théâtrale, ça bouge beaucoup de choses. Enfin, ça empêche beaucoup de choses avec le mouvement. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans l'impro, hors ce cas de rap qui se rapprocherait d'un pro solo, tu vois, c'est l'interaction. Mm. Donc c'est que non seulement il faut avoir des choses très précises avec relativement peu de mouvements, voire pas du tout, euh, et en plus il faudrait le coordonner entre plusieurs personnes. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe. Ça, c'est des questions techniques. Ça, c'est des collègues qui vont vraiment faire des neurosciences qui peuvent nous aider. C'est en train d'évoluer de plus en plus. On a une marge de manœuvre dessus. Mais aujourd'hui, ça reste assez compliqué d'aller chercher des choses fines. Mm. Et advenant qu'on arrive tout de même à un certain point à obtenir des données sur l'effet que ça pourrait avoir, la pratique de l'impro, quelles applications ça pourrait donner, vers quoi on pourrait aboutir? Déjà, je sais pas. Alors, il y a une fascination toujours pour le cerveau. Mhm. Alors, je dis ça en étant psychologue de formation spécialisé en neuropsychologie, qui est une fascination pour le cerveau, des images, etc. Beaucoup de choses en fait qu'on attribue au cerveau, qui est un organe très important, mais parmi d'autres dans le corps. C'est un petit crochet, ce qu'on appelle la théorie de la cognition incarnée, qui est une mauvaise traduction en français de ce qui s'appelle en anglais l'embodied cognition, Ok, qui est un petit peu, différent. On met beaucoup de choses derrière qui sont en fait de la psychologie. Alors, d'accord. il y a un petit biais, puisque je suis évidemment psychologue, mais ce qui est intéressant, tu vois, si tu dis ça va améliorer la créativité, et on voit ça avec des zones dans le cerveau et des réseaux qui s'activent. On le voit parce qu'il y a ces zones par rapport à des tests, ce qu'on appelle des tests comportementaux, par rapport à l'imagerie de psychologie sur la créativité. Bah ça, si tu cherches des applications, si tu vois que dans les tests sans imagerie, ça s'améliore, ça suffit. C'est hyper intéressant sur le plan scientifique pour comprendre, mais dans les applications, ça sert pas à grand chose. Tant qu'on n'a pas d'IRM dans toutes les salles de classe, l'intérêt de l'application, il est un petit peu limité. Après, ceci étant dit, ça aide parce que ça renforce, c'est un faisceau supplémentaire. Et puis pour le coup, cet effet waouh, parfois, il permet des décisions politiques, économiques, et si ça facilite les choses pour le bien commun, on va pas s'en plaindre. C'est les applications, je me dis plutôt, dans quel domaine est-ce que l'impro ne pourrait pas s'appliquer? Et j'en vois pas tellement. Il doit en exister, mais quand on regarde justement l'improvisation appliquée qui se développe aussi pas mal ces dernières années, dans toutes les questions qui vont être liées à l'éducation, on parlait, tu vois, en primaire, au collège, au lycée, à l'université,
ça se fait, ça marche plutôt pas mal, et dans des publics très différents, puisque dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on voit faire des collègues, il y a des formations, tu vois, auprès de médecins, de psychologues, de comédiens aussi qui se forment à l'impro, qui sont pas forcément là-dessus. J'ai fait une formation, tu vois, de formateur dans l'armée, dans une base militaire où ils forment les gens qui vont dans les sous-marins. Et former, ils ont quelques techniques d'impro, ça peut leur servir. Des gens dans des ministères. Enfin, il y a des publics très très différents qui peuvent l'utiliser, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des objectifs. Après, c'est quel est ton objectif derrière? Si c'est s'amuser, être créatif, il y a plein de choses. Après, ça peut être les classiques, prise de parole en public, gestion de conflits. Et pour moi, dans ce cas-là, l'impro, c'est un outil multiple, une sorte de couteau suisse, un peu de technique comportementale. Il y a plein de choses qui existent par ailleurs, qui sont documentées en psycho. Et là, en fait, ça offre un canevas, ça offre un espace, un cadre vraiment super, l'impro, pour appliquer tout ça. Ce qu'il faut dans ces applications, c'est avoir surtout des gens qui connaissent le domaine d'application. En gros, enfin, il faut deux experts. C'est une personne qui est experte de l'impro et de la formation, on va dire, qui va avec, et une personne du domaine donné, après, que ce soit la médecine, les sous-marins nucléaires ou l'éducation, pour trouver comment est-ce qu'on va pouvoir apporter des techniques de l'impro dessus. Et après, il y a toujours un exercice où on peut créer des choses qui existent derrière. Ce qu'on appellerait un outil facilitateur. Mais c'est ça. On a parlé quelques fois avec des collègues de ça comme un catalyseur, comme quelque chose qui va aider. C'est un outil supplémentaire. Peut-être le meilleur exemple pratique dessus, c'est une des premières chercheuses qui a fait un travail sur l'impact de l'impro en thérapie, en psycho. C'est une Américaine qui s'appelle Christine Kruger, qui est à Chicago, qui est aussi psychologue spécialisée en neuropsychologie, qui fait de la recherche, qui pratique une pratique de, si tu connais, des thérapies cognitivo-comportementales, un type de thérapie en psychologie, et qui a fait un article il y a 2-3 ans maintenant, en expliquant qu'elle utilisait des outils de l'impro dans sa pratique. Donc elle a pas fait une thérapie avec de l'impro. L'impro, c'est pas une thérapie, mais elle s'est servie des outils pour faciliter des choses, pour améliorer un petit peu ce qu'elle avait. Alors c'est des thérapies où il y a déjà du lâcher prise, d'être dans le moment présent. Ça s'y prêtait, ça se prêterait pas avec toutes les formes de thérapie forcément tout de suite. Elle a fait ça, puis elle montrait que ça semblait faciliter les choses. Alors, comme la thérapie traditionnelle, là, il faudra plus, évidemment, de recherche pour voir si c'est un effet spécifique. N'empêche que même si ça n'a pas d'effet spécifique et que ça joue comme la thérapie classique, en fait, ça rajoute un outil dans ta boîte à outils. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, je ne sais pas si tu connais 2-3 approches thérapeutiques auxquelles tu es formé, eh ben, ça t'en rajoute une supplémentaire. C'est souvent ce qu'on dit ça dans l'impro, c'est permet d'aller chercher des idées un peu plus loin. On dit chercher la 9e idée, pour le coup, ça te facilite les choses. Ça me permet de faire la transition avec ma prochaine question. C'est toi, en tant que scientifique et improvisateur, dans ta démarche en général de recherche, etc., quel parallèle tu ferais? Ça se ressemble ou alors c'est totalement opposé? Eh ben, à première vue, ça paraît complètement différent. Et moi, je trouve ça très proche. Si on prend notamment la question du match, du match d'impro, il y a une citation qu'on attribue à Robert Gravel, et je m'excuse si je ne la cite pas correctement. C'est qui parle justement du décorum avec l'arbitre, la patinoire, et qui dit quelque chose hors de tête comme plus l'arbitre est strict sur les règles, plus la patinoire est impeccable, plus le maître de cérémonie connaît et applique parfaitement les rouages, alors il dit plus la folie est permise à l'intérieur du jeu, on dirait plus la créativité est possible, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en fait en impro. Quand tu commences, si on te dit vas-y, fais ce que tu veux, dans n'importe quel contexte, tu dis à quelqu'un fais ce que tu veux, il va faire un truc hyper attendu.
ou il va être déstabilisé. Hmm. Le pire truc que tu peux dire à quelqu'un, c'est sois naturel. Ou tu dis vas-y, marche normalement pour voir. Et puis plus personne sait marcher à ce moment-là. En fait, on a besoin de ce cadre, et le match, il est assez connu par la communauté francophone. Il y a beaucoup de règles c'est hyper carré, et c'est ce contexte-là qui te permet d'y aller dedans, parce que en fait, tu es dans un espace sécure. Tu te sens bien, tu sais que tu peux y aller, tu sais que justement tu peux sortir du cadre parce qu'il y a un filet de sécurité, parce que tu es bien, parce que tu es encadré. Parce que si on t'écoute pas en face, l'arbitre il va resserrer les vis. Si tu fais une impro un peu moyen, les autres sont là pour t'aider, etc. Et que tu vas jamais ou très rarement seul. Et dans la science, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que tu peux rien faire de correct si tu n'as pas un cadre précis, si tu n'as pas une méthode. Alors elle est peut-être un petit peu plus explicite. Il y a une culture, la grande différence surtout, c'est la culture de l'écrit, qui est ancrée dans toutes les sciences, ou presque, où c'est noté, où il y a une approche, où on va faire des choses. L'autre grande différence, c'est qu'on évalue ce qu'on fait. Et ça, c'est assez difficile dans une approche artistique, d'évaluer ce qu'on fait, parce que ça semble justement un peu contre-intuitif. Parce qu'on a l'impression que quand on évalue, quand on dit, je crois que je l'ai entendu dans un de tes podcasts et dans d'autres podcasts d'autres personnes, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'est-ce que c'est une bonne impro? On peut pas, etc. Et je suis plutôt d'accord avec ça, dire c'est dur de dire qu'est-ce qu'une bonne impro, comme ça serait dur de dire qu'est-ce que de la bonne science. Après, ceci étant dit, si tu dis ok, on y va et puis on regarde un spectacle ensemble, on va tous les deux, et puis avec, je sais pas, 10 de tes amis qui font de l'impro, et 10 personnes que je connais qui font de l'impro, on regarde un spectacle ensemble, et puis sans se concerter, on se dit à la fin qu'est-ce qu'on en a pensé. Et puis on peut prendre, soit on se dit un truc général, soit on prend au niveau artistique, au niveau profondeur des histoires, ce qu'on veut, on peut affiner des critères. Il y a de bonnes chances que si on voit plusieurs spectacles comme ça ensemble, il y ait des choses qui ressortent, qu'un spectacle où tout le décorum, match ou pas, était parfait et bien en place, et qu'on était dedans, qu'on a vécu des choses, on l'évalue plutôt positivement. Et puis certains où on va voir des trucs qu'on a déjà vus 100 fois, par exemple, où tu as l'arbitre qui cabotine, par exemple. C'est rare, on va sûrement pas trouver ça très positif. Donc il y aurait des façons de l'évaluer potentiellement, mais c'est très compliqué, c'est pas du tout la culture de faire ça. Ouais. Et c'est amusant, on retrouve ça dans pas mal de choses, sur les questions, on parlait de bien-être, etc., et beaucoup de formations, de choses. J'entends régulièrement, oui, on ne se juge pas. Je sais pas comment les gens font, moi j'arrive pas à ça, à pas juger. Et je connais pas de gens qui arrivent à ne pas juger. Après, c'est on juge et on le garde pour soi, ou on prend ça en compte. C'est drôle que tu dises ça, parce que je donnais un atelier hier, premier atelier, avec un nouveau groupe, où je leur disais justement attention au jugement. Puis, dit comme tu viens de le dire, c'est plus une question aussi d'accepter des patterns qui reviennent souvent en impro. Et tu auras après des spectacles qui seront par exemple très drôles. Et donc si tu prends, c'est pour ça que je parlais de plein de critères, si tu prends le critère amusement, comédie, il aura une note très haute parce qu'on rigole. Et puis d'autres qui vont être plus profonds sur des sujets de société, moi je pense, si tu veux, des choses comme du théâtre forum, du théâtre de l'opprimé qu'on pourrait avoir, là tu auras une note comédie sûrement très basse. C'est pas grave, parce que si tu dis qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est le meilleur dans l'absolu, oui c'est un peu ambitieux, mais si tu te dis j'ai envie d'aller voir un spectacle et de me marrer, tu vas aller voir je sais pas si tu vas voir un catch ou un cabaret, ça fera très bien l'affaire. Mais si tu as des critères un peu précis, détaillés, tu peux orienter ton choix en pleine conscience. Et c'est un mot qu'on utilise, il y a des thérapies aussi, on utilise ça justement de pleine conscience, et une thérapie, notamment une qui s'appelle l'ACT, l'ACT, où on est dans pas mal de choses qui rejoignent l'impro, sur les valeurs, d'être dans le moment présent, etc. Et il y a un bouquin là-dessus qui a été fait, alors c'est pas avec l'impro, c'est avec le clown,
qui partage un certain nombre des caractéristiques Avec de lui. l'impro. C'est qui fait le parallèle, c'est un psychiatre et puis une clown qui ont écrit ça. Et j'avais trouvé ce bouquin vraiment très intéressant parce qu'il faisait le parallèle entre ces aspects-là, notamment de cette question de pleine conscience. Et je referme la boucle hein, sur cette question de ce qu'on disait de jugement. Tu peux en fait, tu apprends à accepter. C'est acceptance and commitment therapy, thérapie d'acceptation et d'engagement en français. Tu acceptes notamment tes pensées, etc. Et te dire non, je fais comme ça. Ça arrive, tout le monde, on a des pensées, des fois qu'on pourrait juger pour le coup bizarres, elles arrivent. On les prend, on les accepte, puis on les laisse repartir. C'est une façon, il y a d'autres techniques, c'est une des façons de jouer avec ça. Le jugement en atelier, tu as le droit de trouver que, même si c'est ton ami, même si c'est ton meilleur pote qui joue, il peut faire des fois une impro foireuse, même s'il est excellent d'habitude. Ça arrive à tout le monde de faire une impro où il y a, si on analyse derrière, il y aura eu un manque d'écoute, il y aura eu de la confusion. Ça arrive. Et si tu dis non, je juge pas et je sais pas, bah, c'est peut-être compliqué pour progresser. Alors ceci étant dit, pour le coup, qu'on ne me juge pas comme un grand méchant, si c'est le cas tant pis, mais qu'on le fasse avec les bonnes raisons, cette idée de ne pas juger, elle part souvent d'une bonne intention. Ça part d'une intention de se dire, on ne va pas s'envoyer des vacheries en pleine tête tout le temps, et évidemment que ça c'est pas bon pédagogiquement, puis pour les relations humaines de façon générale, mais c'est de passer d'un extrême à un autre est rarement une excellente idée. Donc plutôt se dire pourquoi est-ce que ça m'embête? Oui, parce qu'il y a des critiques qui ne sont pas constructives, qui sont méchantes, qui sont là pour régler des comptes. Ça, oui. Ça, si tu l'interdis dans tes ateliers, dire n'insultez pas vos collègues, plutôt une bonne chose a priori. Ça s'applique dans la vie aussi. Et dans la vie en général, c'est vrai que c'est plutôt sympa de faire ça. Après, si tu dis, on se dit jamais les choses, c'est un peu gênant. Ça m'arrive en atelier ou sur scène de faire des trucs vraiment pas bons. Et si personne me le dit, je dis... Voilà. Alors que si on te dit, bon, c'était pas terrible, tu l'as vu, soit tu sais pourquoi, soit on te l'explique rapidement, et ben on va rebosser dessus. Vas-y, repars, réessaye. Il y a eu un jugement qui était là pour te faire progresser avec une approche qui est bienveillante, qui est construite, qui est productive. Et puis tu avances, puis en rentrant, tu dis bon, j'étais pas terrible, mais derrière, j'ai réussi à progresser, ou la fois d'après, etc. Donc c'est cette question d'absence de jugement, il faut faire attention. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y a une façon de le faire, il faut savoir pourquoi on le fait. Et surtout, le risque derrière, c'est de tomber dans ce qu'on appelle de la positivité toxique. C'est de tout le temps dire ouais, c'est génial, ouais, et on est content, ouais, et tout. Et il y a des fois, on est juste crevé, on n'est pas dedans, et il faut pas nous dire ouais, c'est génial. Parce que sinon, les mots perdent de leur sens. Et puis après, on est dans une sorte d'entraînement à vouloir toujours tous dire que c'est bien, à cacher nos sentiments, qui n'est pas une excellente chose. Pour le coup, dans la vie ou dans les ateliers d'impro, ça marche aussi. Tu parlais de pédagogie. Je crois que tu avais rédigé un article justement sur l'impro et la pédagogie de l'expérimental. J'ai pas le nom exact. Oui, on avait fait un petit article, c'est, je crois, qui doit s'appeler quelque chose comme l'improvisation, une pédagogie de l'expérimentation ou quelque chose comme ça, qu'on a fait avec Magali Kiliko, qui est la fondatrice du MIAM, donc Amiens, avec qui on joue ensemble, puis avec qui on travaille, on anime des formations régulièrement ensemble. Et puis Gustave Parking, qui est un comédien français qui est en Guadeloupe maintenant, et qui a fait beaucoup de choses au niveau de la pédagogie, qui intervient dans plein d'endroits différents et qui est absolument passionnant. Le but de ça, en fait, c'était d'écrire quelque chose, justement, parce qu'il y a, ça change un peu, mais il y a assez peu d'écrits sur l'impro, parce que, pardon, on l'a écrit dans une revue qui est beaucoup lue, en fait, dans les collèges en France, par les enseignants. Ça s'appelle les cahiers pédagogiques. Et en fait, on a fait ça parce que beaucoup de gens, quand ils vont discuter pour faire des ateliers dans des collèges ou dans des institutions, on leur dit ouais, l'impro, c'est pour faire poète-poète, c'est du stand-up, c'est
En France, la figure de l'impro, c'est Jamel Debbouze, qui est un très bon acteur, comédien, comique, etc., mais qui n'a pas une image de sérieux pour développer des compétences chez des enfants. Et l'impro, on pense impro, stand-up, poète-poète, ça a plutôt mauvaise presse de ce point de vue-là pour l'éducation. Donc ce qu'on voulait faire, c'est aussi écrire quelque chose pour présenter, pour qu'en fait les collègues qui interviennent disent regardez, il y a 2-3 choses sérieuses, et c'est pas le comédien qui va le dire, uniquement le comédien, ou la formatrice, c'est, dans mon cas, un universitaire, psychologue, avec aussi une formatrice et aussi un comédien, d'avoir ce triple regard pour amener ça, et en se disant, derrière la question, au-delà des savoirs académiques dont on a besoin, et les gens sont formés, on ne va pas leur apprendre leur métier. Je serais incapable d'expliquer à un prof d'histoire comment faire un cours d'histoire. Par contre, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure quand tu parlais de facilitation d'outils, c'est-à-dire l'impro, on peut s'en servir comme un outil en plus pour faciliter justement des questions d'éducation. Et ça a servi à 2-3 personnes à entrouvrir un peu plus facilement, j'espère. On a quelques collègues qui nous ont dit ça, donc ça a marché au moins pour quelques personnes. Et puis ça fait un écrit qui n'est pas un travail de recherche pointu, qui n'est pas un travail de recherche tout court, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'expérience dedans, mais qui ouvre la porte, puis on en fait d'autres. Et l'idée, c'est de travailler avec les enseignants. On le fait, il y a un projet là à Amiens, quelque chose qui s'appelle les cités éducatives. Alors ça devait commencer là, ça a été un peu retardé. Où justement, on va utiliser l'impro, donc avec les adolescents pour voir l'impact, ce qu'on disait tout à l'heure, et aussi avec les enseignants, pour les former. Et tu vois, pour te donner les freins, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, ou au Canada, ou dans d'autres pays, dans le monde. Je suis allé présenter ça. En fait, c'est le principal du collège. Il m'avait demandé 2 choses, c'est sur comment marche la mémoire, les mythes, etc. Donc ça, en présentant, c'était assez facile, et tout le monde à peu près dans l'équipe pédagogique a adhéré rapidement. Et quand j'ai parlé de l'impro et donné des techniques pour faire des cours, il y a eu une partie, un bon tiers, presque la moitié des gens qui sont vraiment tendus. Et j'ai entendu des gens qui disent « Mais vous voulez nous apprendre notre métier, vous croyez que vous êtes meilleur prof que nous ?» Et ce qui n'était pas du tout mon discours, parce que j'étais l'impro, ça facilite, tu vois. Et quelque chose qui revient assez régulièrement quand tu le présentes dans mes formations. Et plutôt que de faire un exposé, etc., qui n'aurait pas servi à grand-chose, je leur ai proposé de faire un atelier, de découvrir. Et les gens, en fait, il y en a une notamment qui était une des plus virulentes contre ça, qui est venue, qui a fait l'atelier, et à la fin, elle a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous formés comme ça ? Pourquoi est-ce que tous les enseignants n'ont pas ça, l'impro appliqué dans leur formation ? Parce que y a des trucs que je me dis depuis 10 ans, puis là, découvert. » Alors, pour être clair, hein, c'est pas parce que j'ai une technique secrète, c'est juste que c'est des choses de l'impro, tu sais, d'accepter l'erreur, dire que tu peux valider. Bah oui, ça on nous le dit jamais. Et un discours qu'on entend souvent. Donc l'idée, c'est de faire ça, et c'est d'utiliser l'impro comme un outil pour justement pour débloquer des choses, pour pouvoir expérimenter et sortir du modèle qui est quand même qui change, mais qui est encore assez présent, au moins dans la tête des gens en France, de l'enseignant, le professeur qui sait, à l'université encore pire, c'est le cours magistral ex cathedra où tu viens, tu parles pendant 2 heures, et les gens gradent, qui en termes d'efficacité pédagogique est très discutable, et puis un sentiment d'appartenance, de bien-être, de lien, qui ne crée pas forcément tout ce qu'on peut, en partie pour faire des formations avec des collègues, et puis en étant passé par là, parce que tu ne sais pas faire autre chose, parce que tu n'as pas été formé à gérer l'incertitude, à te mettre en situation, et l'impro permet ça plutôt bien, parce que c'est plutôt bien, c'est la base. Ouais, on en revient un petit peu à ce qui a déjà été exprimé ici, c'est qu'on n'est pas là pour donner des recettes complètes, mais pour aider les participants à trouver leurs propres recettes. Oui, c'est exactement ça. Et alors, c'est un peu contradictoire, tu vois, là c'est le scientifique qui reprend. En même temps, d'expliquer les recettes, c'est l'aspect méta. Beaucoup de gens parlent de méta aussi en impro. En psycho, on parle de métacognition, c'est savoir ce que tu sais, etc. De voir dans ces outils-là ce qu'on peut faire, ce qu'on peut utiliser pour faciliter les choses. Et là, il y a quand même, il y a évidemment
des choses en psychologie, en sciences de l'éducation, en santé. Beaucoup de gens ont cette tradition-là de formation en santé. Il y a un leitmotiv qu'on entend chez les médecins régulièrement en France, c'est jamais la première fois sur un patient. Ils s'entraînent avant, alors soit sur des mannequins pour faire une prise de sang, Maintenant, il y a des environnements simulés aussi qui existent. On fait ça, il y a un collègue qui est justement professeur de santé publique, qui s'appelle Maxime Gignon, avec qui on co-encadre une thèse. C'est Julie de Wever qui travaille sur comment est-ce que, en se formant avec l'impro appliqué, chez les pros de santé, donc tu as infirmier, sage-femme, ergothérapeute, médecin, etc., pour améliorer l'empathie et la prise de décision. On travaille là-dessus sur sa thèse de doctorat. Comment est-ce qu'on fait? Donc il y a des choses nouvelles et on se met donc en situation. Une des questions de recherche, donc, c'est de voir l'impact de ça. Il y a une question aussi pédagogique derrière, c'est comment est-ce qu'on crée le meilleur environnement? Alors, et oui, il n'y a pas une seule recette, on est d'accord. Il y a quand même, un peu comme on disait sur le match, ce cadre, ce truc méta derrière. Et ça, c'est d'aller essayer de chercher ça, ce qui est pas facile du tout. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas mal de gens, mais c'est quelque chose vers lequel on peut tendre avec, là, il y a ces questions justement en santé, c'est comme ça qu'on y vient, avec briefing, débriefing. Il y a des choses qu'on appelle l'entretien d'explicitation en psychologie, tu vois, d'aller questionner derrière pourquoi tu as fait ça, etc. Et ça, il y a des méthodes, il y a des cadres qui existent, et ça permet de dégager des choses qui sont différentes d'une fois à l'autre, mais le cadre, il existe. Ça fait beaucoup de matériel à explorer encore à travers des processus qui parfois peuvent paraître longs à porter. Si justement ça peut donner des résultats qui soient positifs ou négatifs, comme tu l'as mentionné, tant mieux si ça peut permettre de faire avancer la discipline, même d'un point de vue artistique plus qu'appliqué. Du point de vue artistique et appliqué, je pense qu'il y a pas mal de choses que je disais, tu vois, il y a beaucoup de milieux dans lesquels ça a déjà été fait. Après, au niveau scientifique, il y a énormément de choses à faire. Ce qui est fait le plus, enfin, ce qui est en train de se faire, c'est en termes d'éducation, ce qu'on se disait sur la formation, etc., sur l'impact psychologique. On est en train de monter des réseaux, justement, au niveau international, parce qu'on n'est pas beaucoup à travailler dessus, donc on essaye de faire ça intelligemment et d'avancer ensemble. Il y a sur la question de la santé, on parlait d'un pro-médical, là, justement, c'est un truc qui existe dans la recherche, l'impro médical. Alors souvent, c'est est-ce que ça a plu aux étudiants? Est-ce qu'ils ont l'impression que ça marche? Donc scientifiquement, c'est pas très pointu, mais c'est une première étape qui est nécessaire et ça avance. Et puis après, on a d'autres choses où ça commence à se développer dans les entreprises, dans les formations, de plus en plus c'est demandé, donc voir les compétences qui sont développées par rapport à ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se développer dans les années à venir, notamment parce que il y a de l'argent, tout simplement, pour les formations, pour des grandes entreprises qui veulent développer des choses ou des plus petites entreprises, et que ça sera plus simple de payer des intervenants, de faire de la recherche dessus. Et après, nous, il y a aussi un domaine qu'on commence à explorer en lien avec la santé. Je parlais d'esprit critique tout à l'heure. Alors, autant il y a des mythes et des choses dans l'impro, des fois on est persuadé que ça marche. Il y a le fameux, si on parle cerveau droit, cerveau gauche, c'est une mythe. Donc ça fait vendre plein de tests et c'est cool. Ce qui est souvent une bonne façon de trouver des mythes, c'est si la personne qui t'explique un truc, qui te vend la solution derrière, ça peut être un petit indice. La solution pouvant être un stage, une formation, un livre, des pierres magiques, ou une tisane, je sais pas, une nuit tranquille ou ventre plat, ne marche pas tellement a priori. Blague à part, dessus, c'est l'utiliser en fait dans l'autre sens. On a commencé à faire ça c'est un collègue pharmacien qui est universitaire aussi, qui nous avait contacté avec justement Maxime, qui est en santé publique, pour faire une unité d'enseignement qui est optionnelle, qui a commencé l'année dernière sur l'esprit critique, à l'université, sur donc tout un tas de biais, de choses qui existent,
Et il y a 1 million de ressources qui existent là-dessus, qui expliquent les biais, comment les détecter, etc., et qui sont très bien faits par ailleurs. Et là, ce qu'on a tenté, en plus, c'est de mettre en situation, lui dire, telle situation, est-ce que vous voyez un biais, qu'est-ce que vous diriez? Et ça, c'est, on va dire, l'approche éducative classique. Là, de dire, ok, vous voyez un biais, et ben, on va se mettre en situation. Donc là, on prend quelques techniques d'impro, donc on leur donne quelques billes au début, et puis ils se mettent en situation, ils jouent la situation de, est-ce que tu penses que l'homéopathie ça marche? Oui, non. Est-ce que tu penses que les pierres magiques ça guérit le cancer? T'en as un pour, un contre, enfin, ils peuvent partir dans un débat, un exercice assez classique, en jouant avec l'écoute, la co-construction, tout ce qu'ils ont pu voir avant. Et puis on demande aux deux qui participaient, puis aux autres qui assistaient, s'ils sont convaincus et vers qui ils tendraient. Et en fait, au début, c'est rarement vers la personne qui a les arguments scientifiques, qui peut avoir, pour le coup, une tendance. Alors ça revient assez vite après une ou deux questions, quand ça s'enflamme, à revenir, mais c'est comme ça, de toute façon on le sait, la science a dit ça, une sorte d'argument massu qui est, enfin évidemment, malheureusement, mais évidemment, pas entendu de l'autre côté, et tu braques et tu passes pour un casse-bonbon, et ça se retourne contre toi. Il y a des effets qui sont apportés de backfire effect, par exemple. On va retrouver ça. Alors que si tu vas dans une relation un peu plus empathique, que tu essayes de te mettre à la place de l'autre, de construire, etc., ça demande plus d'énergie, évidemment. Ça demande de la technique. Il faut savoir écouter, il faut savoir se mettre à la place de l'autre, construire quelque chose ensemble. Tu vois, là, c'est quand même... Tu te dis ça et que tu as fait un peu d'impro. C'est du vocabulaire qu'on connaît, oui. Ouais, il y a peut-être 2-3 liens à faire. De s'entraîner à ça, et puis après, on va pas convaincre tout le monde, évidemment, avec l'impro, et on va pas régler le problème de l'esprit critique mondial avec ça d'un coup, mais ça peut y participer. C'est, tu vois, on parlait d'outils, de facilitateurs aussi. C'est le genre d'application qu'on a commencé à tester, qui a l'air en tout cas d'être possible à faire, parce qu'ils sont pas partis en courant, les étudiants, après ça. La question derrière, ça c'est la casquette d'enseignant, la casquette de scientifique, c'est est-ce que ça a un vrai impact? Est-ce que ça va améliorer les choses derrière? On pense que c'est possible, on verra après ce que ça donne, mais ça fait partie des choses qui sont intéressantes derrière. On pourrait imaginer, je ferai sûrement pas ça, mais peut-être que ça existe déjà, tu sais, les trainings pour les politiques, s'entraîner, quelques techniques d'impro pourraient servir. Là, bon, ça pose des questions éthiques en fonction de qui, avec qui on fait, etc., que je laisse à d'autres. Mais on peut imaginer une infinité d'applications de l'impro ensuite derrière. C'est juste pour dire, en général, on discute avec des gens, souvent on se dit, c'est quoi ta définition de l'impro? Pour moi, c'est faire du lien. C'est une sorte de, tu vois, cet outil de méta-outil pour faire du lien. Donc, si l'essence, c'est de faire du lien, il suffit de trouver n'importe quoi, presque n'importe quel domaine, et tu peux faire du lien avec l'impro. Donc si tu as un exemple de domaine dans lequel il ne serait pas possible d'utiliser l'impro, je veux bien, pour le coup. On va y réfléchir. Si jamais quelqu'un qui nous écoute en a un particulier, il pourra nous le soumettre. Mais c'est un petit défi qu'on vous donne à tous. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait presque 1 heure qu'on discute déjà. Ça passe vite. C'était très, très, très intéressant d'avoir ton point de vue. J'étais curieux justement de défaire certaines certitudes que je pouvais avoir. Puis tout ça pour dire que merci beaucoup d'avoir apporté ton point de vue. Ça sera très pertinent pour de futures réflexions. Et puis j'espère que tu vas pouvoir continuer à développer des recherches en ce sens et également continuer à aussi, bien sûr, t'amuser sur scène et en atelier. C'est le plan pour les années à venir. Effectivement, j'ai encore quelques années de carrière. Et puis m'amuser sur scène, je pense que ça va durer longtemps. Juste un petit mot aussi pour te remercier pour ce podcast dont j'ai écouté un certain nombre d'épisodes précédemment. Je trouve très intéressant avec tout un tas d'invités formidables et passionnants qui m'ont servi dans des réflexions professionnelles et puis personnelles et artistiques. Je trouve ça très bien que tu fasses ça, et pour tous les gens dont j'ai écouté les épisodes qui étaient vraiment top, je voulais les remercier aussi, on va pas citer la liste. C'est vraiment très bien, donc félicitations à toi et puis à la Rocambolesque.
Merci à tout le monde qui a participé. Moi, j'en apprends toujours autant à chaque entrevue. Donc, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode d'Impro Blabla et continuez à improviser et à vous amuser. À bientôt. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.